monde entier. Alors il y a bien sûr les grandes capitales, Paris, Londres, Dubaï, Séoul, Milan, et ce sont de véritables plaques tournantes. En fait, la Fashion Week, ça conforte une ville et ça conforte la notoriété d'une ville. Alors à Tunis, ça se passait dans un petit théâtre 1901 Art Nouveau, très joli. Alors donc à Tunis, de quoi il était question là-bas? Alors en fait c'est la seconde Fashion Week de Tunis, donc on peut dire que c'est encore un bébé Fashion Week. C'est la deuxième édition, on est en période de test. Il faut savoir qu'en 1970, en fait, avec l'arrivée des créateurs qui sont devenus des donneurs d'ordre et qui ont proposé des marques sous leur nom, eh bien il y a eu le phénomène des délocalisations et la Tunisie immédiatement a accueilli en fait tous ces donneurs d'ordre. La Tunisie, avec peu de lois sociales, a choisi quand même de faire et de fabriquer des produits de qualité, et aujourd'hui, 40 ans après, c'est la fin des quotas. La Tunisie a une énorme main-d'œuvre qualifiée, elle ne sait pas trop quoi en faire, à cause évidemment des main-d'œuvre d'Asie et d'Europe centrale qui sont beaucoup moins chères, mais ils veulent quand même faire le choix toujours de la qualité. Alors avant de reparler justement de cette Fashion Week de Tunis, est-ce que vous avez le secret de la recette d'une Fashion Week réussie? Alors pour faire une bonne Fashion Week, et c'est vrai que c'est une recette comme une recette de cuisine, quand on est petit, quand on démarre, il faut séduire. Alors, la Fashion Week de Tunis, il faut savoir que c'est l'œuvre d'un producteur tout d'abord, parce qu'il y a les Fashion Week de Paris par exemple qui sont, elles, fédérées. Là-bas, c'est plutôt le type américain, c'est-à-dire qu'on s'associe, on trouve des sponsors, on trouve des hôtels, on trouve des mannequins, on trouve des petites mains qui sont généralement issues d'écoles de mode assez onéreuses, et bien évidemment, il faut une agence de communication parisienne pour amener des journalistes, et par-dessus tout, il faut une programmation. Alors, c'est là où, à la Fashion Week de Tunis, qui est, je le répète, un bébé Fashion Week, la programmation était un peu délicate. Pour attirer le maximum de monde et pour attirer les journalistes, il y a eu quelques têtes d'affiche, mais ces têtes d'affiche étaient plus connues à Dubaï qu'à Paris, donc on ne va pas en parler tout de suite. Alors concrètement, comment ça s'est passé à Tunis? Alors, la Tunisie, c'est un pays qui est effectivement visité, qui a été visité par plusieurs influences. Il y a l'Orient, il y a l'Occident. C'est un petit pays de 11 millions d'habitants, c'est le 5e fournisseur de l'Europe, le 2e fournisseur français, et il faut savoir que la riche cliente tunisienne, celle qui voyage, n'a pas besoin d'acheter ses produits Hermès, ses produits Dior, ses produits Vuitton sur place. Donc on trouve plutôt des boutiques multimarques, et comme on voit sur ces images en fait, là nous sommes aux berges du lac, et c'est la création, avec principalement des capitaux saoudiens, koweïtiens ou dubaïotes, la création d'un énorme complexe. On va trouver des ambassades, on va trouver des multinationales et bien évidemment des commerces de luxe, puisque le véritable enjeu de cette Fashion Week tunisienne, c'est de faire passer le pays du stade de fournisseur au stade de créateur. Alors la traduction dans la Fashion Week, ça marche comment? Alors, comment ça aurait dû se traduire? Eh bien, par effectivement une pépinière de jeunes artistes. Malheureusement, on a vu, et on va le voir sur ces images, de l'oriental, un peu lourd, un peu chargé, un peu bling-bling. Alors effectivement, les vêtements n'étaient pas tout à fait adaptés au corps des mannequins. Je le répète, c'est une bébé Fashion Week. Parfois, elle se prenait même un petit peu les pieds dans les robes. C'était quand même assez joli. Alors, on peut se dire aussi, avec la fin de ces dictats qui font que normalement le corps des femmes est aujourd'hui libéré, pourquoi toujours les enfermer dans des corsets? Mais ça, c'est un autre problème. Et Marion, on en parlera une autre fois. Alors, on a vu aussi, et ça c'était totalement paradoxal, défiler des marques anglaises. Alors, nous avons rencontré une jeune femme, Nadia Benlouka, qui elle en fait est une ex-trader installée à Londres, qui s'est mis un petit magot de côté et qui s'est dit, mais aujourd'hui, les Tunisiennes, elles ont besoin de quoi? Puisqu'elles ne veulent pas acheter du produit tunisien, parce que le produit de créateur tunisien n'existe pas encore. Elle connaît, la Tunisienne, les produits français, les produits italiens. Donc on va lui proposer des produits anglais, et on a vu, c'est totalement paradoxal, c'est très très étrange, effectivement des créateurs londoniens défiler sur le podium de cette Fashion Week tunisienne par le biais de cette boutique multimarque qui s'installe dans un complexe en étage. Rassurez-moi, est-ce qu'il y avait des créations 100% tunisiennes également? Alors oui, quand même, bien sûr. Une dernière information avant de voir ces deux petites pépites que nous avons rencontrées, c'est que l'État en Tunisie subventionne les actions d'aide aux industriels à hauteur de 70%. Et il y a beaucoup d'industries en Tunisie, mais il n'y en a que 10 qui peuvent proposer un produit global, c'est-à-dire qui part du dessin jusqu'aux vêtements que l'on peut porter, vous et moi. Alors, on va quand même regarder maintenant ces pépites. La première pépite, c'est Omar Ndje. Omar Ndje est tout jeune, il a fait l'école S-Mode à Tunis,
Il a fait une collection extrêmement cohérente, tout en noir et blanc, plutôt dandy, style anglais, mélangé soft rock, avec beaucoup d'humour. Il a même, et on va le voir à la fin de ces images, qui était le final du défilé, défilé le chien de l'organisateur de ce festival. Il avait aussi un petit costume. Alors, il s'était mis le chien était costumé absolument. Là, on va attendre. Regardez, c'est plutôt joli, c'est extrêmement simple. Il y a toujours un mélange Orient-Occident, bien sûr, c'était plaisant parce que c'était une collection véritablement cohérente. Voilà le chien. N'est-il pas mignon? Le chien de l'organisateur. Très bien. Il y en avait un autre qui vous a plu? Alors, il y en avait un autre et c'est plutôt sur celui-ci que on va plutôt investir en fait. Et en termes de communication, de notoriété, en termes d'image, il s'appelle Salah Barka, il a 35 ans, il vient d'une famille de 9 enfants du sud tunisien, de Gadès exactement. Il rate son bac, il devient autodidacte, costumier de cinéma. Et là, il a un amour extraordinaire pour la création de vêtements masculins et féminins. Il va aller chercher des tissus généralement réservés aux vêtements de filles pour les mettre sur les vêtements des garçons et inversement. Il va au Festival international de la mode africaine à Niamey et il gagne le 2e prix. Il a fait une collection extrêmement riche en détails, osée, colorée. C'est un garçon affirmé, courageux. Ses influences sont Asdin Alaya, le créateur tunisien, installé à Paris, qui n'est plus tout à fait tunisien. Ses influences sont Alexander McQueen, Jean-Paul Gaultier, John Galliano. Et aujourd'hui, il est en route pour le grand parcours du combattant du jeune créateur, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il obtienne l'engagement des banques, et ça c'est extrêmement difficile. Il va falloir qu'il trouve des petites mains qui sortent des écoles, il va falloir qu'il trouve des industriels pour travailler avec lui, et des industriels qui comprennent sa création, qui arrêtent de travailler sur des quantités monstrueuses pour effectivement arriver à trouver des petites quantités qui vont pouvoir essaimer aussi bien à l'est qu'à l'ouest, au nord qu'au sud de la Tunisie. Alors aujourd'hui c'est pas tout à fait gagné, mais la Tunisie ne dit-elle pas qu'elle est un pays réceptif et réactif? Très bien, alors on va miser sur la Tunisie et vous, on va vous retrouver bien sûr dans le blog mode de la chaîne et également chaque jeudi dans le magazine mode. Et on va continuer à parler de mode à Shanghai, maintenant capitale économique, mais aussi capitale de la mode en Chine. Malgré son développement fulgurant, la ville n'a pas totalement délaissé son passé et en matière vestimentaire, elle renoue parfois avec les traditions. C'est notamment le cas de la kipao, cette robe mythique et très glamour, symbole des années folles de la ville. La kipao revient aujourd'hui à la mode chez les jeunes et les moins jeunes. C'est ce qu'ont constaté Baptiste Falvoz et Hervé Cariou. Elle aurait dû finir sa vie dans les boutiques pour touristes en mal d'authenticité. Mais pour sa renaissance, la kipao part à la conquête des vitrines les plus chics de Shanghai. Fleurie, brodée, avec des dragons, la robe symbolisa la chinoise moderne et glamour des années 30. Si certains tailleurs de l'époque exercent toujours, les acheteuses, elles, ont tous les âges. Lei est une fidèle cliente de 26 ans. Ces kipao, elle les sort pour les grandes occasions. La kipao est de plus en plus en phase avec la mode. En dehors des modèles classiques, il existe des styles modernes. De plus en plus de filles de mon âge osent porter la kipao. Moi, je la mets pour des importantes réunions d'affaires et lors des soirées d'entreprise. Une seule pièce de tissu, un col Mao et une longue fente sur le côté, la kipao doit respecter certains impératifs, mais elle a su aussi évoluer et c'est visiblement le secret de son renouveau. Cette kipao est en pure soie chinoise. Elle a été spécialement créée pour les soirées mondaines. Celle-ci est beaucoup plus moderne, elle est un peu transparente, elle est beaucoup plus facile à porter pour la vie de tous les jours. Une résurrection encouragée récemment par le film In the Mood for Love et ses kipao plus élégantes les unes que les autres. Le film a d'ailleurs inspiré les animateurs du Kipao Club de Shanghai. Depuis 2 ans, des assemblées de quinquagénaires y apprennent à porter la fameuse robe, à se déplacer avec ou s'asseoir gracieusement, bref, respecter le mythe glamour de la kipao. Alors il faut se tourner légèrement si on veut se baisser. Cela rend le geste beaucoup plus élégant. Porter la kipao, c'est aussi un pied de nez à l'histoire récente. Considérée comme un symbole bourgeois, la robe fut bannie sous la révolution culturelle de Mao Tse-tung. Tout le monde à l'époque devait porter des uniformes. Il n'y avait pas de vêtements normaux. De nombreuses femmes de mon âge ont donc oublié comment afficher leur féminité.
leur beauté. Aujourd'hui, certains créateurs chinois n'hésitent pas à revisiter les codes de la Qipao. La robe est redevenue la star des podiums, fière de son passé mais résolument tournée vers l'avenir, à l'image de la Chine en somme. Et on se quitte avec l'actualité.